Merci. Bon ben, bonjour à vous. Le sujet, vous le lisez, l'histoire de l'ergonomie des postes de travail. Est-ce que l'ergonomie, ça vous dit un petit quelque chose ou pas? Ouais, ça va? Ça vous dit un peu? Alors c'est bien, on va refaire un petit peu d'histoire et ça va vous aider à comprendre ce qui s'est passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une discipline toute neuve, hein. C'est assez récent, hein. Ça n'a pas un grand âge, mais voilà. Donc on va travailler un petit peu à comprendre les modes, les techniques qui ont permis d'évoluer pour produire de la meilleure façon, hein. Alors, comment ça se passe dans l'histoire? Et pour vous, déjà, qu'est-ce que signifie la meilleure façon de produire? Bon, allez, je vais vous aider un petit peu, mais dites-moi, la question, elle n'est pas seulement pour moi, elle est pour vous. Est-ce que c'est une bonne adéquation entre l'humain et la machine? Pour vous, ça ressemble à ça? L'ergonomie? D'accord. Est-ce que c'est plutôt avoir un geste technique ou expert parfait? Ça ne peut pas être parfait, très bien. Est-ce que ça peut être aussi des habitudes corporelles plus rationnelles ou pas? À vous de me le dire. Ou alors tout simplement des répétitivités. C'est ce que c'est la répétitivité, le mouvement qui est identique chaque fois et qui est le plus parfait possible. Ça va? Donc que signifie donc la meilleure façon de produire? Et on va retracer un peu comment ça s'est passé dans l'histoire pour en arriver à aujourd'hui. Alors très simplement, la naissance de l'ergonomie remonte au XIXe siècle et c'est à Paris pour la première fois dans les termes écrits en 1847. Hein, cherchez pas, c'est un Polonais botaniste qui a découvert ce terme et qui a mis en place ce terme. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il a fait un précis, il a écrit un grand article sur le précis de la science au travail, mais il a tiré ses vérités tout simplement du monde animal et du monde botanique. D'accord? Donc il a été cherché, c'était un botanique. Tout simplement les organisations rationnelles au niveau des animaux. Donc voilà comment est née l'ergonomie au 19e. Vous le saurez. Ensuite, ce qu'on a cherché, c'est qu'au XVIIe, on a eu des gens qui se sont penchés, bien sûr, sur le sujet, bien plus que nous, et vous en connaissez un, tout simplement. Ça va vous dire quelque chose. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça va vous dire un petit peu plus si je vous dis qu'il est marquis. Non, pas plus. C'est tout simplement Vauban. Vous connaissez Vauban? Et c'est un ingénieur qui a un ingénieur militaire, donc architecte militaire, ingénieur militaire. Il était aussi hydraulicien. Il est ingénieur tout simplement urbaniste. C'est lui qui a fait des systèmes de défense. Vous savez, il y a des villes qui sont construites sur cette définition là-haut. Donc il a été le premier à mettre en place et à donner comme la définition de la mesure de la charge de travail. Il en a défini les contours. Pourquoi? Pour tout simplement avoir une meilleure organisation possible au travail. Ce qui lui a permis d'améliorer les rendements, en l'occurrence des gens qui construisaient, en tout cas ces édifices. Vauban, vous retiendrez Vauban, XVIIe siècle. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout simplement, on passe d'un siècle à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe? Vous allez être un peu surpris si vous êtes lyonnais. Vous êtes lyonnais? Ouais, toutes, un petit peu de la région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est tout simplement un métier à tisser. Et oui, il faut vous dire que dans la région lyonnaise, on est quand même des tisserands avant tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Deux personnes très importantes dans cette conception que sont Vaucanson, qui a fait tous des automates. Il a créé des automates qui aujourd'hui on retrouve dans les musées. Mais il y a surtout aussi Monsieur Charles qui dit Jacquard et a été bien sûr mis au point ce qu'on a appelé les métiers à tisser. Et ces métiers à tisser ont permis d'éviter, en l'occurrence, des situations particulièrement pénibles, comme pour le voir en haut, ces métiers qui réclamaient beaucoup de force, de dextérité et de fatigue par la même occasion. Donc on a travaillé ce changement d'organisation au travail pour en arriver aujourd'hui à ce que vous voyez là. Voilà, les métiers à tisser, maintenant c'est ça. Vous voyez l'évolution en termes d'organisation de travail. On passe quand même d'une tâche difficile, pénible et ô combien fatigante à un métier à tisser où quelque part tout est mécanisé, tout est automatique. D'accord?
Donc, au 17e, au 18e, on commence déjà à penser à basculer dans une organisation, un changement d'organisation au travail. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que le 19e va nous donner un grand temps de puissance, et vous le connaissez, vous allez le reconnaître. C'est un ingénieur, Taylor. Ça vous dit quelque chose, Taylor? Bon, là, je vous vois sourire, donc c'est bien. Taylor et le taylorisme. Alors, qu'est-ce qu'il met au point? Taylor a bien sûr apporté de grandes innovations dans le monde industriel, puisqu'il a mis en place l'OST. L'OST, c'est tout simplement l'organisation scientifique du travail. Et ça, c'est à Taylor qu'on le doit. Et des méthodes aussi de temps et des mouvements. Donc, il commence à être très intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe et chercher le meilleur rendement possible. Vous vous souvenez, les chaînes de taylorisme? Regardez, rechercher le meilleur rendement possible. Je vous ai mis une image très symbolique d'Épinal qui nous fait dire que, voilà, Taylor, c'est ça. D'accord? Chercher le meilleur rendement possible. Et les chaînes ont beaucoup facilité les choses. Par la même occasion, je vous mets une petite image très symbolique aussi qui nous fait dire que un petit hommage à Coluche qui avait beaucoup l'image du temps et qui appréciait beaucoup son humour sur le temps. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que vous voyez que l'ouvrier ou l'opérateur, comme on les appelle, ils commencent à plus maîtriser leur travail. D'accord? Ils ne maîtrisent plus leur mode opératoire. C'est plus eux qui gèrent la façon dont il faut penser le travail. Ce sont les machines. Donc, et ces machines sont confiées à des experts, à des ingénieurs, à des méthodistes qui vont s'occuper de la meilleure façon de travailler en décomposant, vous voyez, les phases successives du travail, en l'occurrence. Voilà, c'est le taylorisme qui prend forme au 19e. Alors, qu'est-ce que c'est le MTC? Parce qu'il faut se pencher un tout petit peu sur ce que c'est que le MTM, pardon. C'est le système de mesure de travail qui va préétablir chaque mouvement fondamental du corps en vue de construire, voilà, fabriquer et de faire une tâche à l'idéal de ce qu'il faut. C'est ce qui se passe dans le taylorisme, hein, d'accord? On a dissocié la tête des jambes. On ne réfléchit plus à la façon dont il faut faire. Et les jambes sont dissociées, il faut simplement utiliser son corps et la machine fait. D'accord? Donc, on a prédéterminé tout simplement ce qu'on appelle les temps opératoires. Le MTM, c'est ça. Donc, ce sont les cycles de production. Vous entendez sans doute ces termes bien souvent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sur des temps standards. On doit tenir la cadence. Sinon, c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les temps standards ou les cycles de production. D'accord? Donc, les gestes les plus efficaces s'adaptent plus très bien. C'est plutôt l'homme qui s'adapte à l'outil. Hélas, vous n'avez plus le choix. Il faut suivre la machine. Sinon, la machine est enrayée et on ne peut pas poursuivre. Alors, ça n'a pas suffi à nous donner ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est que tout simplement, on va, au 19e encore, apporter un élément très important. Vous connaissez ces voitures, pour certains, si vous aimez les Ford, c'est la Ford T. La Ford T, donc début du XXe siècle, qui est sortie à plus de 15 millions d'exemplaires. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle est sortie à plus de 15 millions d'exemplaires? C'est tout simplement le taylorisme et ici le Fordisme. Henry Ford. Les Ford, vous connaissez les voitures Ford. C'est aussi un ingénieur qui a mis en place un mode de production fondé sur le principe des lignes d'assemblage, des lignes de construction qui ont modélisé l'économie américaine dans les années 1910-1920 et avait bien sûr emprunté ce schéma de Taylor sur des lignes qu'on voit un petit peu aujourd'hui mais qu'on ne voit plus de trop. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà été visiter une usine aujourd'hui de construction automobile? Non. Donc il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, quel était l'intérêt de faire cette formulation de production? C'est simplement de répondre à la consommation de masse. Voilà le démarrage de la consommation de masse. Ce sont donc des ingénieurs comme Ford et Taylor qui ont introduit la consommation de masse. Il fallait produire vite et beaucoup. D'accord? Donc on a bien dissocié l'homme
par ce fait qu'il ne réfléchit plus, de la tête des jambes. Donc là, il n'y a plus que les jambes qui fonctionnent. La tête, c'est la machine qui la guide. Encore? D'accord? Ça, c'est la consommation de masse des années du 19e. Alors, qu'est-ce qui se passe pour réagir à ça? Je vais vous montrer sur quoi on finit par se soucier. Et aujourd'hui, vous ne verrez plus ces chaînes de production, vous voyez ça maintenant. D'accord? Ce n'est pas une triste réalité. L'homme est bien derrière, puisqu'il conçoit quand même les automatismes. Mais voilà, où est-il? Il n'est pas là, en tout cas. Voilà le poste de travail, l'ergonomie au poste de travail. Et pour faire ça, il faut aussi des ergonomes. Hein. D'accord? Alors, comment on en est arrivé là? Et puis, je vais vous montrer jusqu'où on arrive, parce qu'on n'est pas au bout, là. Hein, et vous allez être surpris, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on va encore beaucoup plus loin. Donc, le recours aussi à des salaires élevés, hein, c'est ce qui a permis d'avoir aussi à produire en masse, c'est que les opérateurs ici étaient nettement mieux payés que dans les usines dites classiques. On était quand même mieux payés, et c'était l'intérêt d'y venir. Hein, d'accord? Ça vous parle, ça? Voilà, vous voyez les images. Ça aide aussi à comprendre où on en est arrivé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut essayer de revenir un tout petit peu en arrière. On va intégrer l'homme, bien sûr, au fonctionnement de la machine, mais il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé pour en arriver à ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, avec l'ergonomie moderne. Alors, on intègre l'homme à l'activité, oui. Après, vous voyez un peu l'évolution qu'on a pu subir. C'est qu'à un moment donné, on se passe de commentaires à se dire, mais jusqu'où allons-nous aller? Et vous allez être surpris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement vous dire que Léonard de Vinci avait l'esprit génie que vous connaissez de Léonard de Vinci, réfléchit beaucoup au mouvement et au segment corporel. C'est le père de la biomécanique. C'est lui qui nous a donné le premier terme de la biomécanique humaine, et c'est lui qui a déjà décodé tous les mouvements humains. D'accord? Il les a décodés, et des successeurs comme Lavoisier ont, bien évidemment, vous connaissez Lavoisier, ses premières aujourd'hui tentatives d'évaluation se sont faites sur le coût musculaire, le coût qu'il faut avoir pour emprunter telle et telle articulation, tel et tel muscle pour obtenir un résultat. D'accord? Donc le coût musculaire. Ce sont des noms que vous connaissez, hein, Lavoisier, Léonard de Vinci. Ceux que vous connaisserez moins, c'est aujourd'hui Laï et Ammar, qui cherchent à prendre en compte les effets de la fatigue de l'homme au travail. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils vont révolutionner, par leurs études, la suite des événements. Donc l'homme se fatigue au travail. Mais pourquoi se fatigue-t-il? Donc Laï et Ammar reprochent à Taylor de ne pas prendre en considération, donc d'ignorer, voire totalement de négliger les effets de la fatigue de l'homme au boulot. Aujourd'hui, on le voit hein, au travers des 35 heures, etc. On a compris que l'homme se fatigue et il faut essayer de déterminer la meilleure façon d'obtenir une adéquation entre le travail et la fatigue de l'homme. Ça va? Donc c'est juste une petite trace dans l'histoire pour vous donner un peu les événements de ce qui s'est fait. Alors, comment on en arrive à la suite? Parce que là, on est dans les années 1920, 1925, 1930. Donc, on avance et grâce à eux, on passe à, bien sûr, la fatigue au travail. Elle est encore là et on la vit aujourd'hui. Hein. Il y en a qui font beaucoup d'heures au travail et qui finissent à s'écrouler, comme c'est le cas ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont amené de plus? C'est que ce nouveau on a des scientifiques qui ont réfléchi et réfléchi encore pour savoir mais comment allons-nous travailler les effets liés à l'adaptation de l'homme au travail. C'est très simple. On se pose la question à se dire mais prenons en considération l'homme par ses éléments de base. Alors ces éléments de base, c'est très simple, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il en est de sa psychologie au travail? Donc on réfléchit, on se dit est-ce qu'on peut avoir un homme qui perçoit les choses différemment? Est-ce que l'apprentissage est important ou pas? Est-ce que quelque part, il est intéressant de réfléchir à l'homme en priorité plutôt qu'à la tâche à accomplir? Donc on va inventer des grands mots que sont par exemple l'anthropométrie. C'est tout simplement les rapports de ce que l'homme en termes de taille, en termes de hauteur, hein, un poste de travail de quelqu'un qui fait 2 mètres ne peut pas être le même que pour quelqu'un qui fait 1,50 m. Donc on adapte. Donc vous allez entendre bien sûr la psychotechnique qui arrive et les tests psychotechniques, vous vous souvenez, dans les années 80, on les rencontrait dans des tests d'embauche. Ils y sont encore aujourd'hui, mais de façon plus déguisée. Voilà ce qui se passe dans les années 30 et 55.
D'accord? Donc on rentre dans l'ère de la psychotechnique et qui donne bien sûr une impression qu'on adapte l'homme au travail. Mais on se pose énormément de questions, à savoir est-ce que l'homme est fait de façon suffisante pour accomplir des tâches énormes et pénibles. Donc beaucoup de gens s'y sont instruits et inscrits dans cette dynamique. Et il n'y a pas que bien sûr, il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Américains. Et en Amérique, c'est ça, c'est ce qu'on appelle human engineering, c'est le mot ergonomie en américain. D'accord? Donc voilà comment les Américains procèdent dans les années 50, post-taylorisme, post-fordisme, à réfléchir à la meilleure façon dont il faut prendre en compte le profil de la personne qui veut travailler, aussi bien psychologiquement, physiologiquement, etc. Donc on va s'intéresser à sa biomécanique, on va s'intéresser à ça. Les Allemands s'y mettent aussi. En Allemagne, ce n'est pas appelé ergonomie, c'est appelé anthropotechnologie. Vous imaginez? Anthropotechnologie. Il n'y a que les Français et les Anglais qui emploient le mot ergonomique. Donc c'est des recherches et des recherches pour pouvoir travailler à comprendre comment le mouvement de l'homme peut être le mieux adapté possible à la tâche à accomplir. Donc l'homme est pris en compte par son profil, qu'il soit profil, je vous le disais tout à l'heure, physiologique, psychologique et autres. C'est aussi la post-ère de la psychologie et de la psychotechnologie. Donc la biomécanique va rendre l'ingénierie très importante, mais les accidents de travail persistent quand même. Donc on n'a pas tout compris pour pouvoir éviter à l'homme au travail d'être en accident. Donc c'est une importance qui prend et qui rentre en considération pour beaucoup de gens. Regardez, on finit par robotiser l'homme à outrance, mais ça c'est on finit par penser que la machine va être remplacée à 100%, remplacer à 100% l'homme, mais là on essaye encore de rendre l'homme intéressant et intéressé à la tâche. Donc on va le robotiser en quelque sorte. C'est une façon de répondre, mais ce n'est pas la seule. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que vous voyez, on est dans les années 50. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50? C'est qu'on va réfléchir de plus en plus à l'analyse du temps de travail. Et il y a un document très important qui est sorti en 1955 qui comprend comment on analyse le poste de travail. On l'analyse de façon très simple. C'est qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut décoder tout. Tous les gestes, tous les mouvements ont une importance. Donc c'est à ce moment-là que l'ergonomie se développe de façon impressionnante parce qu'on se rend compte qu'il y a des tâches physiquement pénibles, on se rend compte qu'il y a des ports de charge élevés, on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a une ambiance physique très difficile au travail, liée justement à la difficulté de ces actions. Et l'ergonomie est de plus en plus utilisée et on a introduit ça dans les entreprises pour enfin mettre le doigt sur la façon dont il faut penser le poste de travail. Vous voyez combien ça devient compliqué, hein? On se dit, on est dans l'ère très pénible de l'analyse du travail et c'est ce qu'on fait encore en partie aujourd'hui dans l'ergonomie. Alors on en arrive à où? Parce que finalement, vous voyez tout en bas, je vous dis, mais pour déboucher vers quoi? On est dans les années 50, 70. Hein. On monte dans l'intensité, donc on fait les analyses des postes de travail, on apporte des préconisations, on donne à dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais où en arrive-t-on? Tout compte fait. Est-ce que tout est pris en considération, à votre avis? Est-ce que tout est réellement pris en considération? Aujourd'hui, est-ce qu'on est au bout du bout pour se dire le poste de travail est le mieux adapté à l'être humain, le plus adapté, le plus efficace et avec le rendement le meilleur? Pas encore? Pourquoi? Pour quelles raisons, à votre avis? Parce qu'il y a toujours des accidents de travail, mais aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes entreprises, si vous voyez à l'extérieur, ils vous affichent 0 AT, 0 accident de travail dans l'année. C'est souvent des chiffres qu'on voit, hein, non? Pardon? Pas toujours à jour, dit madame. C'est vrai. Mais bon, c'est quand même un référentiel important aujourd'hui pour l'employeur et le salarié. Donc aujourd'hui, à votre avis, on en arrive à trouver une bonne adéquation entre le travailleur ou l'opérateur et le poste de travail ou pas?
Ou il y a encore du chemin à faire? Il y a encore du chemin à faire. Dans quel sens? Dans le sens de la machine ou dans le sens de l'humain? Dans le sens de l'humain. Donc il faut que ce soit encore l'humain qui s'adapte au mieux, au plus. Hmm. On a déjà fait un grand pas en avant. Donc l'homme se fatigue moins au travail, mais on a diminué les heures de travail. Donc on s'est dit, moins il travaille, plus ça sera facile. C'est ça? Non? Pardon? L'homme, il vieillit au travail. Oui, c'est la prise en considération, voilà, de l'homme qui vieillit. Hein. Et maintenant, c'est pas pour autant qu'on le comprend, puisqu'on allonge maintenant le temps de travail. C'est plus 65 ans, ça va être 70. Bon, donc finalement, on ne trouve pas de solution. Donc, vous voyez, vous êtes là pour me dire qu'on n'a pas forcément trouvé toutes les solutions. Et on ne les a pas trouvées, et regardez vers quoi on débouche, et c'est ça qui est un petit peu, à l'encore paradoxal, c'est qu'on finit par déboucher vers le compte personnel de prévention de la pénibilité. D'accord? Le fameux C3P. Ça va? Ça vous dit quelque chose, C3P? Le compte personnel de prévention de la pénibilité. Donc vous voyez, on commence à comprendre qu'il y a des postes de travail très pénibles qui nécessitent de le considérer comme étant un facteur important à prendre en considération. D'accord? Et oui, si on regarde un petit peu d'où on vient, il faut se souvenir que les mineurs, c'est quand même pas du boulot facile. Hein. Donc il y a un travail très pénible. Et aujourd'hui, on découvre quand même qu'il faut l'entendre et il faut le prendre en considération. Il y en a d'autres qui se disent il va falloir qu'on revendique les choses. Vous arrivez à lire. Hein, on peut parler de pénibilité. Bon, ça, on s'adresse soit au patron, soit au DRH. Vous êtes pénible, donc voilà. La balle est dans le camp de qui? Du patron ou du salarié? Du salarié. Donc la difficulté, c'est de se mettre tous d'accord sur cette fameuse pénibilité qui aujourd'hui est réglementée par ce fameux compte. Donc quid de la suite? Et c'est là qu'on attend impatiemment que la technique et que l'humain apportent des réponses. Y en a-t-il? Oui, il y en a. Il y en a, et certains s'y sont essayés avec beaucoup d'aisance. Et c'est pas encore chez nous, mais ça va venir. Ça va venir dans la mesure où aujourd'hui, voilà, les réponses arrivent parce que la robotique est là. Alors, un mot que vous ne connaissez pas, c'est ça, c'est les exosquelettes. Les exosquelettes viennent de où, à votre avis? Qui est fortiche là-dedans? Qui est fortiche en robotique? Quels sont les pays où on trouve le plus de robotique? Les Américains, bien sûr, et les Japonais. Aujourd'hui, ce sont les Japonais qui prennent un peu le pas. Et regardez, on en arrive là. Aujourd'hui, ils ont sorti des exosquelettes. Alors ça, c'est des exosquelettes. Vous voyez, c'est un opérateur qui est en charge de porter des cartons qui sont avec des charges variées. Et ils sont appareillés d'exosquelettes qui vont soulager le port de leur charge entre 15 et 20 kilos par ces exosquelettes qui prennent en charge une partie du poids du corps, du poids de la charge à transporter. Ce qui est quand même sympa quand on sait qu'un opérateur qui est en expédition haute peut porter dans des limites fixées par la loi aujourd'hui, maximum X tonnes par jour. D'accord ? Aidé de ces exosquelettes, et on va bien sûr augmenter le seuil à la fois de travail, à se dire il va pouvoir en faire plus en portant moins. Donc le rendement sera meilleur. C'est un petit peu aussi ce qu'on recherche. Voilà, vous voyez, on en arrive là. Donc demain, attendez-vous à voir ça dans vos entreprises, peut-être, des aides techniques, comme là, les exosquelettes, pour soulager la part. Alors là, c'est une filiale japonaise de Panasonic. Donc vous voyez, Panasonic, je ne sais même pas si on ne voit pas sur les cartons, qui a donc instauré ces exosquelettes qui aident quand même à soulager une grande part de la charge de 15 à 20 kilos. Mais après, c'est l'autonomie aussi des machines. L'autonomie des machines, là, pour l'instant, elle est entre 7 et 8 heures. Donc voilà, il faut imaginer et le coût aussi est à prendre en considération. Et derrière, la priorité est de penser au dos de l'opérateur qui, bien sûr, n'est pas très
simple dans la mesure où ces gens ne font pas forcément carrière dans ces postes. Parce que le dos, on encaisse quand même beaucoup. Ça vous parle, voilà comment on peut apporter des réponses. Tout à l'heure, vous disiez c'est l'homme qui va évoluer ou c'est la machine. Là, c'est les deux. Pardon? Il y a un bug? Et on ne lui dit pas de mettre nécessairement la main au bon endroit. Monsieur a bien le bon réflexe, vous avez vu, il y a des poignées et il la met en dessous alors qu'il y a des poignées. C'est tout simple, vous voyez. Donc, vous avez vu? Oui, il a bien regardé la photo, hein, c'est bien. C'est sans doute pour l'image qu'il a fait la photo, hein, parce que sinon, celui de derrière, il le prend dans les poignets, donc ça va. Oui, ce sont des gestes simples, mais ô combien fatigants quand on imagine qu'il faut les faire 7 à 8 heures par jour. Ça va? Voilà des réponses. Est-ce que c'est des réponses que vous attendiez? Oui, aujourd'hui, la machine peut aider l'humain, bien évidemment. Alors, quelles sont les autres réponses qu'on peut avoir? Eh bien, elles sont simples. Ce qu'il faut, c'est se pencher dessus, tout simplement, et imaginez qu'aujourd'hui, quels sont les apports de l'ergonomie pour l'entreprise, à votre avis? Est-ce que vous avez des idées de ce que peut apporter l'ergonomie dans l'entreprise? Vous avez des... Maintenant que je vous en ai défini quand même le contour historique est assez large, avez-vous des définitions qui nous permettent... Quels sont les apports de l'ergonomie en entreprise? Adapté au poste de travail. Oui, c'est notre métier, c'est vrai. Meilleure adaptation du poste de travail. Donc il faut penser l'adaptation du lieu et bien sûr de l'espace dans lequel l'opérateur travaille. Quoi d'autre en termes d'apport? Pas d'idée? Donc pour vous, l'ergonome en entreprise, c'est quelqu'un qui sert à adapter les postes de travail, mais encore. D'autres idées? Améliorer les conditions de travail pour une meilleure productivité, oui, très bien. D'autres? Est-ce que quelque part ça aide le salarié? Est-ce que ça lui donne envie? Est-ce que ça lui donne envie de venir d'autant plus au travail? Est-ce que ça améliore sa motivation? Non, ce n'est pas que pour la productivité. Là, on est sur les machines. Là, on est, pour l'instant, vous avez parlé machine. Hein. C'est machine et machine. La vie du salarié, voilà. Oui, madame. Un outil. Voilà, pour aider et pour apporter, aider le salarié. Oui. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la productivité, c'est, je dirais, oui, important, mais accessoire pour l'humain, le bien-être. Alors, je vous ai mis ça. Voilà. Donc, la motivation du personnel, moi, je pense qu'elle est là. Si quelque part, on a du sens, et moi, je le vois au travers de mes actions auprès des entreprises, c'est qu'on apporte une grande motivation au travail. Pourquoi? Parce que l'employeur se soucie du bien-être de son opérateur et de son employé. Donc là, il y a une meilleure motivation, à savoir que le patron, il prend en considération votre bien-être sur votre poste de travail, ce qui n'est pas uniformément reconnu par tous les employeurs. Ça vient tout doucement. Aujourd'hui, ceux qui peuvent le permettre, sans doute, ce sont plus facilement les grands groupes, parce qu'ils ont sans doute les moyens. La sécurité, oui. Hein, je pense que la sécurité au travail est très importante, donc moins d'accidents de travail par la même occasion. L'évaluation des risques est bien sûr à prendre en compte. Meilleure productivité, donc on voit que les accidents de travail sont réduits et que les absences au travail sont moindres. Ça vous va? Donc vous voyez, il faut retenir, hein, vous n'avez rien noté. Vous retiendrez tout. C'est dans la tête. Elle a tout noté dans la tête. Hein. Interro demain matin. Ensuite, alors les apports maintenant pour l'entreprise, ok, mais les apports maintenant pour le... Alors les gains, parce que pour l'entreprise, il y a quand même des gains financiers. Et en termes d'image, meilleure productivité, c'est le patron qui gagne encore. Bon, non, c'est l'entreprise. Et aussi une meilleure image de marque, parce que se soucier du bien-être de ses employés au travail, c'est aujourd'hui les normes. Hein, au OHSAS 18001, aujourd'hui transformé en 45 000, c'est quand même la sécurité et la santé de ses employés au travail. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ont ce label, c'est un ISO, mais qui est transformé en OHSAS 18001. Donc, vous connaissez les entreprises autour de vous qui ont ce label? Donc, sécurité et santé du travailleur au travail. Hein. Prise en considération des deux. Hein. La sécurité, mais la santé aussi de son employé. On n'en trouve pas beaucoup.
LOHSAS 18001. Quand j'ai fait la recherche il y a 6 ans, dans le monde, j'avais trouvé 15 entreprises, parce qu'il faut derrière, il faut un ISO 9001, il faut un ISO 14001, et il faut l'OHSAS 18001. J'en avais compté 15 dans le monde qui avaient les trois. 3 entreprises dans le monde qui avaient ces trois, qui montrent que quelque part, respect dans la productivité, respect aussi de l'environnement, respect tout ça, hein, donc, et respect de la santé du salarié au travail. Ce n'est pas le cas partout. Il y a 10 ans, il y en a qui les avaient déjà. Pas loin d'ici. Il y en a. Moi, quand je l'ai fait, voilà, je n'avais pas trouvé beaucoup. Je n'ai peut-être pas suffisamment élargi mes recherches. Donc l'image de marque est importante à ce niveau-là. Et pour l'entreprise, c'est quand même un label de qualité pour les humains qui y travaillent tous les jours. Ça va? Alors, pour les apports de l'ergonomie pour le salarié, alors maintenant, parce que ça c'était pour l'entreprise, maintenant pour le salarié. Oui, je m'y intéresse bien plus parce qu'aujourd'hui, si on vient, c'est pour eux. Si on vient dans l'entreprise, c'est pour améliorer leurs conditions. Alors, quelles sont-elles? Elles sont nombreuses. Vous avez des petites idées. Qu'est-ce qui fait du bien quand un ergonome vient pour un salarié? Vous l'avez dit tout à l'heure. Satisfaction. Motivation, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Voilà, tout à fait. Ça aide quand même de façon bien plus qu'accessoire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois par mes actions dans les entreprises, il y a réellement un bien-être qui s'installe au travail et dans lequel on prend en considération. Meilleure efficacité, oui, parce que quelque part, les gens sont pris en considération dans leur ensemble, hein, dans leur fonctionnement d'humain avant tout, et pas simplement d'humain sur un poste de travail. Donc il y a vraiment une recherche et l'estime de soi prend toute sa valeur. Les gens sont considérés et plus considérés, donc tant mieux. Du fait, il y a moins de stress et par la même occasion, moins de maladies professionnelles et moins d'accidents. D'accord ? Voilà un peu les effets liés à l'apport d'un ergonome sur son poste de travail. Vous avez d'autres idées sur le sujet? Non, salarié? Donc le soir, quand il rentre, il est bien mieux, bien moins fatigué, bien moins stressé et il est content de revenir sans doute le lendemain matin. Vous connaissez quand même ces gens qui arrivent au boulot, se disent encore une journée. Ils attendent la fin de la semaine plus que le début. D'accord? Donc voilà les apports. Sinon, motivation, je l'avais mis dans celui d'avant. Je l'avais mis ici. Voilà. Motivation du personnel. Donc oui, il y a plus de motivation. Hein. Ça sert à tous les deux, hein, aussi bien le salarié que l'entreprise, et tant mieux. Alors pour vous dire un peu ça, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on intervient dans beaucoup d'entreprises, et parfois il y a même des entreprises qui ont un ergonome en tant que salarié CDI sur place. L'aspect d'être à la fois ergonome et professionnel de santé, ça aide beaucoup parce que je ne suis pas que dans le technique, je suis dans le rapport lié à la problématique humaine du salarié devant la machine. D'accord ? Un ergonome peut faire que des adaptations au poste de travail, mais parfois il ne faut pas en oublier l'aspect humain lié à l'histoire qu'ont les gens, de par leur santé, de par leurs antécédents, qu'ils soient au travers d'une opération ou des problèmes qu'ils ont dans leur dos ou dans leur vie physique. Il faut en prendre en considération au poste de travail parce que ça peut changer beaucoup la donne. Hein, d'accord ? Donc voilà, moi je suis ergonome et professionnel de santé. Ça aide à faire la passerelle des deux, entre le technique et l'humain qui a un corps, qui a vécu et qui vit, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ramener? Alors, les gains aujourd'hui du salarié, vous l'avez dit, hein, c'est sa motivation. Je ne vous ai pas mis autrement que des points d'interrogation. Le gain, et puis de revenir le lendemain avec autant de satisfaction de faire un métier qu'il aime, un métier passion, un métier qui va lui mener à être heureux de faire ce qu'il fait. Vous en êtes d'accord? Ça vous parle? Alors des petits exemples, je vais vous en donner un. Voilà, moi je ne sais pas si vous voyez bien. Les flèches vous aident. Ça c'est un salarié qui est en train de... Voilà. Quand je fais une action en entreprise, je vais faire des analyses vectorielles. Donc on fait des analyses de quel est l'impact que peut avoir une charge sur le dos, par exemple. Ça fait partie de nos fonctions. Alors si la personne a déjà des souffrances de dos, ou qu'il a été opéré d'une hernie, ou qu'il a des opérations, ou qu'il a eu déjà des arrêts de maladie pour des lombalgies ou autres,
on peut s'imaginer que ces postures sont vraiment pas sympas, à plus forte raison avec 22 kg dans les bras. Vous voyez qu'au niveau du disque vertébral, on a quand même un impact de 324 kg sur les disques qui est pas sympa. Le seuil de rupture, c'est 450 décanewtons. Hein. À partir de là, le disque intervertébral, il peut céder. C'est pour ça qu'on fait parfois des hernies discales sur son poste de travail. D'accord ? Vous voyez le rapport ? Donc là, à 22 kg, il est en dessous, bien sûr, tant mieux. Mais derrière, il pourrait arriver à un seuil où, quelque part, son dos va lui dire non. Combien de temps va-t-il lui dire non jusqu'au jour où le disque il sort ? Non, il n'est pas censé connaître ça s'il n'a pas été informé à la base. Mais nous, on est là pour l'interroger, à dire attention. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous font venir pour avoir à analyser les postes de travail et vérifier sur le compte pénibilité si on est en deçà des seuils. Et c'est notre métier, c'est de rassurer à la fois l'employeur qu'il n'y a pas aujourd'hui de pénibilité sur ces postes de travail, hein, et de leur rassurer à dire on est bien en dessous des seuils et quelque part plus. Après, l'ergonome, c'est aussi d'améliorer, à éviter que ces 324 kilos soient en continu et d'apporter des aides techniques en préconisant des adaptations au poste. D'accord ? Comment faire pour qu'ils ne portent pas comme ça ? Là, dans cette opération ici, j'ai proposé simplement un chariot tout simplement à hauteur variable qui permet électriquement de monter à la hauteur des mains pour qu'il n'ait pas à se pencher. Après, c'est qui dit oui ou qui dit non ? Ben, c'est le patron qui dit OK, on fabrique cette machine, ça va coûter autant. Mais le salarié est content de savoir qu'on prend en considération son bien-être, qu'on lui facilite la vie au boulot et que quelque part, il aura un peu moins de fatigue le soir en rentrant. Parce que si vous faites le compte, quand on porte autant de charges en fin de journée, ça peut arriver à 4 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, voire plus. Hein. 11 tonnes, certains dépassent les seuils. Hein. Et il faut le savoir, hein, parce que c'est de la répétition. Voilà, donc là, il fallait savoir qu'il y avait 2 opérateurs qui aidaient, mais le calcul a été fait. Alors, je vous embrouille un tout petit peu pour vous dire, voilà, c'est comme ça que je calcule. C'est compliqué parce qu'il faut quand même apporter des chiffres vrais. Hein. Donc, je suis formé à ça pour aider à comprendre que je n'invente pas le chiffre. Il est fait au travers des poids des membres, des poids des charges, et qu'est-ce qui se passe au niveau des vertèbres que vous voyez à droite, c'est la répartition de l'effort fourni par le salarié et qu'est-ce qu'il en est au niveau du disque intervertébral. Ce sont des études objectivables, d'accord ? Tout dans notre métier est objectivable. Aussi bien les fréquences cardiaques, aussi bien les éléments liés aux zones sensibles dans lesquelles on peut être en confort, en inconfort et voire en insécurité, parce qu'à un moment, on a des mouvements répétés dans des zones de non-confort. 22 kg, induit 324 kg au niveau des disques intervertébraux. D'accord ? Vous comprenez ? C'est tout simple. Imaginez-vous, souvent on a du mal à le comprendre, quand on est debout, la charge sur mes disques est à 100%. D'accord ? Vous comprenez ça ? Mes disques aujourd'hui supportent 100% de mon poids. Quand je suis assis sur un poste de travail, je passe à 140%. Ce qui veut dire que assis, contrairement à ce qu'on peut penser, on sollicite beaucoup plus ces disques intervertébraux que debout. Il faut le savoir. Donc, beaucoup de gens assis se plaignent du dos. Vous comprenez le principe ? Il est simple. Mais ça nous échappe. Pourquoi ? Parce que déjà, assis, on a les bras qui travaillent devant, la tête qui se penche légèrement. C'est toute une question de répartition de la charge. Hein. D'accord ? Donc, on sollicite beaucoup plus nos disques en étant assis que debout. D'accord ? Voilà, ça, c'est les modes de calcul que je dois faire pour garantir que mes mesures objectivables soient valables et valides. Et on est dans ces principes-là, quand on est ergonome. On ne s'invente pas à dire les choses. On les prouve avec des chiffres. Aussi bien devant les membres du CHSCT que des membres de la direction. CHSCT, comité,
J'ai les jeunes là qui sont du lycée, donc je les interroge un peu. Hein. Comité d'hygiène et de sécurité au travail. Bon, ça va, madame la professeure, ils ont bien retenu. Pas tous. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous donne en termes d'exemple. Alors, moi, je travaille avec des grands groupes aujourd'hui. C'est ces grands groupes qui, aujourd'hui, nous demandent de travailler sur des spécificités, à la limite encore plus à mon niveau, parce que je suis dans le soin. Hein, un lombalgique chronique qui, en entreprise, veut et continue de travailler, il faut l'aider à trouver sa place dans l'entreprise, quel qu'il soit, avec les défauts de santé qu'il a. Il faut qu'on aide le chef de service ou l'employeur à maintenir en emploi ça. Donc j'ai monté avec une équipe parisienne un dispositif du maintien en emploi des lombalgiques chroniques. Les lombalgiques chroniques sont des gens qui ont tendance à récidiver. Donc il y a un programme qui a été validé par l'Université de Montpellier. C'est un programme sur 3 mois. On travaille donc à maintenir en emploi des gens qui ont des récidives de douleurs de dos. Et on les aide à réintégrer leur poste de travail avec, bien évidemment, un travail sur la douleur, un travail avec un psychologue, un médecin, bien évidemment, et nous, pour les aider à rester sur un poste de travail qui sera à la fois mieux adapté, mais auquel ils seront mieux préparés. D'accord? Donc, s'ils sont préparés, c'est bien. Voilà des exemples. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque je vais garder 5 minutes pour vous poser. Oui? Oui. Ça va aider. Voilà, moi je suis consultant en performance industrielle et je rajouterais que j'ai mené pas mal de missions ou tout seul ou en assistance avec un ergonome, où les solutions qui sont apportées ne sont pas toujours des automatisations, il y a souvent beaucoup d'organisation avec l'existant, et deux, toutes ces actions se font toujours, et là je m'adresse plus aux financiers ou aux responsables d'entreprise, apportent toujours des gains de productivité à l'entreprise, dans le sens où une meilleure organisation des postes de travail fait que le salarié perd moins de temps à des tâches, alors je vais parler un peu technique, qui n'apportent pas de valeur ajoutée, des MUDA, ce qu'on appelle les MUDA, toutes les déperditions, et que souvent ces actions menées font que indirectement on gagne de la productivité, donc tout en ayant ce qu'on appelle au niveau des apports du salarié, les conditions de travail, etc. C'est aussi un gain pour l'entreprise. Il ne faut pas voir que le coût. Il n'y a pas toujours, je répète, des besoins d'automatiser. Quelquefois, en organisant juste le poste de travail existant ou en faisant fabriquer des petits outillages, on peut avoir des gains qui sont importants financièrement et très importants pour la santé des salariés. Voilà, c'était plus une remarque qu'une question. Merci. Encore d'autres questions peut-être, ou vous voulez réagir? Madame. Alors moi, je suis kiné ostéopathe de formation, nutrithérapeute et ergonome, bien sûr. Donc ergonome par le fait même, parce que quand on est kiné, on adore le mouvement, on adore le bien-être aussi des gens, et je pense que c'est une définition facile, c'est d'apporter au sein d'une entreprise une prolongation du bien-être qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et moi, ce que je fais en entreprise, je le dis comme étant une chose qui peut se transposer dans la vie de tous les jours. Hein. Je veux dire que ce n'est pas simplement au travail, c'est aussi des changements d'habitude, c'est des règles d'hygiène de vie qu'on peut avoir pour soi-même, qu'il faut s'inculquer, que le patron a la chance de vous donner, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, non, c'est une obligation, à faire en sorte que quelque part, vous preniez soin de vous sur votre poste de travail, mais dans le restant de votre vie aussi. Parce qu'on ne se fait pas que des limbagos au travail, hein, on se le fait aussi dans la vie courante. Donc voilà, ça c'est aussi grâce à mon métier de kiné que j'arrive à avoir une vue systémique de l'ensemble du système, hein, que ce soit l'opérateur, l'entreprise aussi, puisque j'étais chef d'entreprise, et aujourd'hui l'homme tel que je suis, que je vis. D'accord ? Donc c'est ce qui aussi au sein de l'entreprise a de l'importance. On n'est pas que des techniciens, hein. On n'apporte pas seulement des adaptations au poste de travail. On répond aussi à des problématiques humaines qu'il faut prendre en considération, sinon on échappe à quelque chose. Bon. D'accord ? D'autres questions sur lesquelles vous voulez revenir? Madame sollicite beaucoup, ben c'est bien, c'est fait pour.
Sur quelle base on est rémunéré en tant qu'ergonome? Eh ben, on fait des devis tout simplement sur des opérations liées à ce que demande l'employeur, donc une formulation liée à tout simplement ce que souhaite l'employeur, c'est-à-dire adaptation au poste de travail. Ça peut être aussi prendre en considération le compte épargne, enfin le compte plutôt pénibilité, pour essayer de lever les ambiguïtés qu'il peut y avoir entre les salariés qui disent on porte de trop, on est fatigué, il y a ci, il y a ça, enfin toutes les caractéristiques liées au compte de pénibilité. D'accord? Comment on met en place notre étude? On fait d'abord une visite avec, bien sûr, soit l'employeur, enfin le chef d'entreprise, ou un chef d'atelier, ou un responsable, en l'occurrence. On fait, bien sûr, reformuler la demande, parce qu'elle est souvent très précise, ou pas suffisamment. Donc, on reformule bien la demande pour être au clair de ce que l'on entend et de ce que l'on va analyser. Donc on fait des collectes de données ensuite, on vient sur l'entreprise, on fait des collectes de données, qu'elles soient aussi bien physiques sur la problématique humaine, mais aussi c'est sur l'ambiance environnementale, ça peut être le bruit, ça peut être la lumière, ça peut être tout un environnement lié à un stress qu'on ne perçoit pas de prime abord, qui est là et qu'il faut mesurer, parce qu'il y a des seuils et il y a des normes aujourd'hui qui réglementent tout ça. Il faut aider l'employeur à s'y retrouver, parce que c'est hautement dense comme environnement. Donc, ensuite, on fait des préconisations. Enfin, moi, je fais des préconisations sur ce que je rencontre, proposer même des prototypes. Je fais des croquis sur des améliorations de postes de travail. Après, il faut faire des études pour voir s'il faut, par exemple, comme le surélévateur électrique qu'il faut pour lever, en l'occurrence, les pare-brises ici, faire un devis d'une étude qui va nécessiter de mettre en œuvre avec un cabinet d'ingénierie le prototype, et ensuite, une fois que le prototype est instauré, venir encore faire les dernières vérifications de l'adaptation de l'homme sur l'appareil, et ensuite il y a une production de X exemplaires s'il a l'aval de l'opérateur, parce que c'est lui qui va s'en servir, de l'employeur, et puis par la même occasion de moi. Donc vous voyez, la démarche est simple, hein. Parce qu'il y a toujours une restitution auprès de l'entreprise, du pôle de direction, pour présenter toutes les préconisations et les collectes de données, pour voir ce que l'on a vu. C'est une vision très claire de l'instant T, hein. Ensuite, toutes les évolutions liées à ce qu'il peut se passer, c'est les organisations qui peuvent être modifiées, parce que souvent ce sont les flux ou des systèmes de présentation de la façon dont il faut s'organiser au poste de travail. On s'associe alors avec des ingénieurs méthodes ou des gens qui ont la faculté de pouvoir repenser les flux et les organisations, et ça aide à changer bien souvent la donne de départ. Ça va? Voilà, donc c'est souvent sur base de devis, c'est un aller-retour avec l'employeur. Après, il y a aussi des adaptations qu'on fait sur l'humain, qui sont les fameux gestes et postures, qu'on peut être amené à faire auprès des opérateurs pour qu'ils acquièrent non seulement les bons gestes, mais qu'ils puissent au moins repérer pour eux ce qu'ils va faire en sorte qu'ils vieilliront bien sur leur poste de travail, avec les meilleures adaptations possibles. Non, parce que chaque fois, il faut prendre en considération les paramètres de l'entreprise, de l'humain, parce qu'on est tous différents. Moi, je le fais individuellement. Chaque opérateur est vu, il y a un entretien, il a bien sûr l'occasion de parler de toutes ses situations physiques, son anamnèse, sa situation liée à sa santé, de vérifier si l'adéquation liée à tout ce qu'il dit peut être compatible à son poste et en vue d'une amélioration. Des formations à bien porter, voilà, c'est les gestes et postures. C'est les gestes et postures, c'est inscrit dans le DUER, hein, document unique d'évaluation des risques. La logique veut que les formations gestes et postures sont inscrites dans les formations obligatoires pour tout poste de travail, à voir avec l'employeur et le DRH si sur le plan de formation c'est stipulé. Oui. Les relations avec la médecine du travail sont très importantes dans la mesure où le médecin est intéressé. Quand il ne l'est pas, il fait juste une validation. Une fois sur deux, ils sont dans les rendus de préconisation qu'on fait dans l'entreprise et ils viennent donner leur avis
et ils sont généralement satisfaits de voir que l'on met en œuvre des situations liées à l'amélioration des conditions humaines sur le poste de travail. Ils sont très favorables à nos interventions parce qu'ils voient que quelque part, elles ne sont pas liées uniquement à la machine, elles sont liées à l'humain qu'ils ont souvent en face d'eux. Et on arrive, et c'est eux qui sont aussi à la sonnette d'alarme en dire il y a une lombalgie, là, il faut s'en occuper, sinon c'est un arrêt ou une inaptitude totale. Donc le médecin du travail travaille avec le CHSCT, avec le QHSE, on travaille avec le DRH, bien sûr, et on travaille avec l'employeur quand il valide les devis et les fabrications des prototypes. Alors, comment faire en sorte que les postures soient bien respectées quand on a fait une formation? C'est simple, ce n'est pas une intervention en une fois. Moi, je fais des interventions sur 3 mois, 6 mois, pour arriver à introduire des réflexes chez l'opérateur, de façon à ce que, quelque part, il les ait compris comme une culture de vie, une culture physique personnelle. Une fois qu'il les a adoptés, donc il faut qu'il les comprenne. Une fois qu'il les a compris, ça passe beaucoup mieux. Et on revient. Voilà, ça va? Merci, je suis à votre disposition si besoin. Et voilà, bonne journée, bon salon. Merci beaucoup, messieurs, dames.